est le lien entre devenir résidente permanente du Canada, la Coupe du Monde 98 et la canonisation du pape Jean-Paul II. C'est bon, ça y est, après 27 mois de traitement de dossier, plus de 4 ans à vivre au Canada, au Québec, je suis enfin résidente permanente. Quand tu vis en France, tu vois tous les reportages passer sur le Québec, sur le Canada. Ah, le Québec, ces grands espaces, la chaleurosité des gens, leur ouverture d'esprit. Le Québec, c'est comme la France, mais en Amérique du Nord. Mais il manque cruellement de main-d'œuvre. Il manque tellement de main-d'œuvre qui font des journées dans plusieurs villes en France pour venir recruter des Français. Alors, toi, petit Français, tu arrives au Québec en grand sauveur. Et aussi confiant, peut-être un petit peu trop. Peut-être même un petit peu présomptueux en fait. Personnellement, je suis arrivée ici avec le programme de l'expérience québécoise, de son acronyme PEQ, et avec une démarche un petit peu accélérée puisqu'il s'agissait d'un poste de management. Qu'est-ce que ça implique? Donc ça implique une demande de permis de travail, fermé bien entendu. Ensuite, il est nécessaire de faire ce qu'on appelle un EIMT, c'est-à-dire une étude d'impact sur le marché. Donc ça, c'est ce qui vous permet en fait de prouver que vous ne volez pas le travail d'un Québécois et que donc vous venez combler un besoin qui est actuellement non comblé. Et ensuite, conjointement à ça, bien entendu, il faut faire une demande de CAQ, qui est le certificat d'acceptation du Québec. Donc en quelques mois, les démarches se font. Grosso modo, ça a pris à peu près 6 mois entre le moment où les premières démarches ont été faites et le moment où je suis partie. Et donc j'arrive à Québec en plein mois de juin, précisément le 5 juin. Je sors de l'aéroport, il fait 12 degrés. Mais comment dire, c'est pas l'été dans quelques jours ici? Non? Donc ensuite s'ensuit la recherche de logement, parce que oui, j'arrive en plein mois de juin alors que tous les baux se signent au 1er juillet, mais comment vous dire que les gens se mettent à chercher bien avant et que donc à cette période de l'année, au mois de juin, comment vous dire, il reste plus que les logements de ceux qui n'en ont pas voulu. Et bien entendu, tu ne peux pas y habiter à moins d'une entente au préalable avant le 1er juillet, puisque c'est vraiment la date à laquelle tous les déménagements se font. Donc, entre le 5 juin et le 1er juillet, je suis allée d'auberge en auberge, d'Airbnb en Airbnb, et parfois avec certaines auberges, j'ai eu bien des surprises. Disons que mon aventure au Québec a pas vraiment commencé du meilleur pied. Mais voilà que le temps passe très vite, et on se retrouve 1 an après mon arrivée, période à laquelle tu peux, toi, si tu as travaillé pendant 12 mois, faire une demande de certificat du sélection du Québec. Ce papier, c'est le papier qui te permet d'enclencher par la suite ton étape de demande de résidence permanente auprès du fédéral, mais dans un premier temps, ça te prend le fameux certificat de sélection du Québec. Et c'est là que les premières galères commencent. Pour faire cette demande, c'est quand même relativement facile, très peu de choses à fournir. On demande entre autres une lettre de l'employeur qui indique que tu es bien à l'emploi, dans telles conditions, et normalement tu envoies ça, c'est comme une lettre à la poste. Tu es supposé attendre entre 30 et 45 jours, à l'époque en tout cas c'était ces délais-là. Aujourd'hui je sais qu'ils ont quand même bien augmenté, et tu recevais ton CSQ. Malheureusement, pour ma part, au lieu de recevoir une acceptation, j'ai reçu un statut qui mettait complètement en stand-by mon CSQ. Et pour cause, ils me demandaient de leur renvoyer la fameuse lettre qui était déjà dans le dossier de mon employeur indiquant que j'étais bien à l'emploi. Bon, je lui fais faire une deuxième lettre et on renvoie le tout. Bingo! Quelques jours plus tard, je reçois finalement mon CSQ. Malheureusement, ce qui devait arriver, quelques jours plus tard, je perds mon emploi. Et là, en petit français modeste, tu te dis « Ah, c'est pas grave, de toute façon, ils ont besoin de main-d'œuvre partout. Facile, je vais chercher un autre travail. » Et là, comment te dire, désillusion totale. Là, tu réalises que effectivement, il y a des secteurs où il y a vraiment des besoins de main-d'œuvre et il y en a. Mais en fait, comment te dire, il y a assez de Québécois diplômés pour répondre à cette demande. Alors, les petits Français qui ont des diplômes différents des diplômes québécois,
Les petits Français pour qui en plus il faut payer un surplus pour pouvoir les embaucher parce qu'ils n'ont pas encore leur résidence permanente, mais comment te dire, ils passent un peu en dernier parfois. C'est à ce moment-là aussi que tu comprends que ton statut de travailleur temporaire prend tout son sens et que par conséquent, tant que tu n'auras pas ta résidence permanente, ça va être compliqué. Bon, finalement, je trouve un travail, tout rentre dans l'ordre et là, j'ai mon CSQ en main. Je commence à m'intéresser donc aux démarches pour présenter ma demande de résidence permanente au fédéral. Donc là, la première étape, c'est de commencer par remplir les formulaires de tous tes voyages à l'étranger au cours de tes 10 dernières années. Et peu importe si tu as changé de passeport, va falloir que tu te creuses la cervelle et que tu retrouves tes dates. Parce que là, c'est une véritable enquête qui commence. Et t'es mieux de donner les bonnes informations parce que s'ils s'aperçoivent que c'est pas le cas, ça va mal aller pour toi. La deuxième étape, c'est aussi de remplir toutes tes adresses. Donc comment te dire que si tu as voyagé, que tu es resté pendant quelques mois à plusieurs endroits, ça commence à être un petit peu compliqué. Mais t'as pas le choix, c'est comme ça. Et bien entendu, il faut que tu joignes ton casier judiciaire pour prouver que tu n'es pas un criminel. Et là, quand t'as passé à peu près 4 week-ends complets à remplir tous tes papiers, à réunir toutes les informations, à te relire pour t'assurer que tout est une cohérence, que tout soit correct, qu'il te manque rien. Là, t'envoies ton dossier au fédéral et là, tu attends. Encore et encore. La deuxième étape, très importante, et celle qui te rapproche du but, c'est l'étape de la visite médicale. Pour ma part, entre le moment où j'ai envoyé ma demande et le moment où j'ai reçu ma convocation pour la visite médicale, ça a quand même pris 16 mois. Au début, quand j'ai rempli mon dossier, le traitement devait prendre 14 mois. Vous voyez qu'on était déjà pas mal hors délai. Donc là, tu dois passer une visite médicale. Tu dois passer toute une batterie de tests et ça coûte à peu près 250 $, qui ne sont bien entendu pas remboursés, ni la RAMQ, ni par n'importe quelle autre assurance privée en fait. Alors là, tu commences par faire pipi dans un pot. Ensuite, tu dois te faire une prise de sang. Comment te dire que quand je suis arrivée avec mon petit patch anesthésien, l'infirmier n'en a pas cru ses yeux, il m'a dit « Mademoiselle, de quoi s'agit-il » J'ai dit « C'est un patch. Parce que ça fait mal, une prise de sang. » Ok. Il a ri, il a beaucoup ri. Puis après ça, il m'a fait ma prise de sang. Puis il m'a peut-être même injecté une puce sans que je le sache. Et après ça, tu passes une radio des poumons. Oui, une radio des poumons. Bon, voilà. Après ça, c'est fini. Mais là, n'espère même pas avoir tes résultats. Hein. Tu les auras jamais. Les résultats sont directement envoyés électroniquement auprès de l'agent qui traite ton dossier de résidence permanente. Donc t'attends. T'attends parce que tu dis que le bout est proche. Et là, bim! Je reçois un courriel de l'immigration. Tu sais le formulaire qui t'a pris tant de temps à répondre, qui t'a pris tant de temps à remplir, qui est le formulaire des antécédents, où tu dois indiquer tes voyages, tes adresses avec les dates, etc., etc. Là, ils me demandent de le remplir parce que ils ont juste pas lu une annexe et visiblement, ils n'ont rien compris. Donc, je dois recommencer. Mais une chance pour moi, j'ai gardé des copies, ce qui m'a permis d'expliciter encore plus la chose. Sache que ceci est très fréquent. J'ai vu énormément de personnes à qui on a demandé de re-remplir ce formulaire. Donc, ne sois pas surpris si c'est quelque chose qui t'arrive. Mais là, tu dis, c'est bon, là, je suis si proche du but. Puis là, un mois plus tard, je reçois un autre courriel. Cette fois-ci, c'est pour me demander à la police espagnole, parce que j'avais passé 5 mois en Espagne, autrement dit moins de 6 mois, autrement dit durée pour laquelle on ne devrait pas avoir à me demander des certificats de police, on me demande un extrait de casier judiciaire. Comment vous dire, si vous trouvez qu'en France, l'administration est lente, en Espagne, c'est un autre niveau. Là, qu'est-ce que tu fais? Ben là, t'enrages parce que là, tu vas sur le site internet puis tu comprends rien. Pas parce que tu connais pas la langue, non, je parle espagnol, mais parce que c'est pas clair, il manque la moitié des informations. Finalement, tu finis par arriver à comprendre, et là, ils te demandent de le traduire. Ben oui, parce que c'est en espagnol, ils n'ont pas des traducteurs là-bas.
Au niveau de l'immigration au Canada, c'est toi qui dois tout faire traduire et par un traducteur qui soit bien entendu agréé. Ben oui, sinon ce serait pas drôle. Et là, tu payes encore des frais, bien entendu, pour le casier judiciaire, pour l'envoyer en recommandé avec accusé de réception, et bien entendu pour payer la traduction. Rien n'est gratuit dans la vie. Et là, une fois que tu as tout ça, tu renvoies le tout. Et là, tu attends. Encore. Le néant. Donc là, tu commences à te faire des films. Tu commences à te dire que ton agent qui est en train de traiter ton dossier, il est en train d'enquêter sur toi, et Dieu sait ce qu'il va trouver. Puis là, au bout d'un moment, pour être honnête, tu n'attends plus. Tu n'y crois même plus en fait. C'est comme, pouf, le Covid est arrivé en plus, donc c'est mort. Ça arrivera jamais. Bon, autant s'y faire. Et là, un jour, après 27 mois d'attente, 27, le courriel, le Saint Graal, le mail d'acceptation qui confirme que tu es résident permanent. Quel sentiment incroyable! C'était mieux que la Coupe du Monde 98. Oh putain! Oh là 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 là! Le coup de boule de Zizou. Par l'italien, encore inconnu. Et donc, après 27 mois, je suis devenue résidente permanente du Canada. Et voilà donc mon petit récit de résidence permanente. Je vais vous donner quelques petits conseils pour bien préparer tout ça à l'avance, parce que je pense que tout est dans la préparation. La première chose, c'est renseignez-vous immédiatement. Si vous savez que vous comptez faire une demande au fédéral, renseignez-vous sur les démarches, imprimez les formulaires, regardez qu'est-ce qui est demandé dans les formulaires, et si vous pouvez même remplissez-les à l'avance. Comme ça, au bout de 1 an de travail sur le territoire, et là je vais parler pour le Québec, vous pouvez faire votre demande de CSQ, donc le fameux certificat de sélection du Québec. Mon deuxième conseil, une fois que vous avez envoyé votre CSQ, renseignez-vous tout de suite sur les documents à fournir pour la résidence permanente et commencez tout de suite en fait à réunir tous les documents, à vous casser la tête sur les dates, sur les adresses, sur les voyages. Il faut être capable d'anticiper pour que ça aille le plus rapidement possible et surtout pour perdre le moins de temps possible parce que comme vous voyez, les délais de traitement sont super longs. D'après moi, ça ira pas en s'améliorant. Et le dernier conseil qui, je pense, n'est pas négligeable, si vous êtes quelqu'un qui avait voyagé, qui avait étudié à l'étranger, renseignez-vous absolument sur les démarches pour avoir un certificat de police, donc un extrait de casier judiciaire du pays parce que ça peut être compliqué, ça peut être long et malheureusement, ça va vraiment dépendre de l'agent qui traite votre dossier. Moi, par exemple, je suis restée 5 mois en Espagne, il n'était pas supposé me demander un extrait de casier judiciaire parce que normalement, c'est quand on a vécu 6 mois et plus. Il l'a quand même fait, en fait, ils ont tous les droits, pour ainsi dire. Ils ont tous les droits et vous n'avez pas le choix de vous plier à ça, donc anticipez toujours. Ne les faites pas faire par contre si on ne vous les demande pas. Ça a une durée de validité, mais ça va vous faire gagner énormément de temps d'avoir toujours tout prêt et d'être capable en fait de réagir aussitôt qu'on va vous demander quelque chose et surtout ça va vous enlever une charge de stress. Et Dieu sait qu'on a envie du stress pendant la demande de résidence permanente. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est apprenez la patience. Faites de la méditation, faites du yoga et vraiment soyez patient parce que ça prend du temps mais dites-vous que ça finit toujours par arriver à moins que vous soyez un criminel mais sinon ça finit toujours par arriver donc vraiment prenez votre mal en patience. Sachez un truc, à l'heure actuelle, le Québec c'est probablement la région dans laquelle il est le plus difficile de venir immigrer et le plus long parce qu'ils ont des quotas qui sont nettement inférieurs à d'autres régions du Canada. Et ils ont aussi tout un processus, donc ça va être de plus en plus compliqué en fait de venir ici, à moins d'avoir vraiment un profil extraordinaire, ultra recherché et du coup d'être capable d'avoir des démarches en accélérant. Il y a des régions pour lesquelles ça prend 6 mois pour avoir la résidence permanente. Ici, ça m'a pris 27 mois. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit pour recevoir les prochaines vidéos directement par courriel. N'hésitez pas à me poser vos questions, si vous en avez en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!